les amis, c'est votre gars Roger Muntu de RM Show ici à la Voix de l'Amérique au studio 13 et sur le micro 5 en direct de Washington DC, la capitale des États-Unis d'Amérique. Vous me retrouvez ici chaque jour entre 20h et 20h30, temps universel. Et pour participer, vous appelez au 001 202 619 31 40, encore une fois 001 202 619 31 40. Aussi, contacte-moi sur mon compte Facebook, c'est Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Je répète, mon Facebook, c'est Roger Muntu, la voix de l'Amérique. Et ben, vous pouvez aussi m'envoyer un email, rmuntu@voanews.com. Au programme ici sur RM Show, de la bonne musique, des débats, des sujets superbes. Hey, les gars, on est ensemble, ça va parler d'air. Notre invité aujourd'hui dans le RM Show n'est personne d'autre que Jacques Miango. Jacques, bonjour. Bonjour Roger. Comment ça va? Oui, ça va un peu. Ça va un peu? Ouais. Et la santé? Oui, ça s'améliore. Ça s'améliore petit ouais. à petit. Mais Jacques, merci d'avoir répondu à notre invitation parce que, évidemment, nous avons appris ce qui vous est arrivé et nous sommes vraiment désolés de tout ce qui vous est arrivé et heureusement que vous vous sentez mieux aujourd'hui, ce qui est très important parce que là, maintenant, on peut vous parler. Jacques, on va commencer parce qu'il y a une question, les gens veulent vraiment savoir. Il y a ceux-là qui ne savent pas exactement qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là. En bref, Jacques, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Comment ça s'est passé? Ok, en fait, ce qui s'est passé n'est pas nouveau en Amérique. Chaque fois qu'il y a des présidents sanguinaires qui mettent pied ici en Amérique, on a toujours l'habitude de se regrouper toutes tendances confondues comme étant des Congolais. Et cette fois-ci, n'était pas seulement des Congolais, mais des Africains. Donc, nous avons eu quand même des conférences où on devait quand même venir montrer notre indignation face à la population américaine de ce qui est le président africain ont toujours fait et tout ce qu'ils font en Afrique, à nos populations. Et on a eu à avoir 3 jours de manifestations, le lundi, le mardi et le mercredi. De ce qui concerne les Congolais, nous nous sommes retrouvés autour des conférences call comme étant des Congolais. Donc, dans cet engagement, il n'y a pas eu d'engagement des partis politiques, bien que nous tous, nous ayons nos positions politiques. Donc, on a dit, si on va s'élever pour passer le message du Congo, ce n'est pas le message d'un parti politique, donc nous allons nous lever comme Congolais et passer le message. Donc, le premier jour, nous nous sommes retrouvés à l'Académie de sciences, à côté du State Department. Du département d'État? Oui, département d'État. Donc, on a passé le message. Et c'était très bien. Le deuxième jour, nous nous sommes retrouvés sur Maryland, à l'hôtel Orient, sur 1330 Maryland, où on a passé aussi le message, où Obama même a eu à lire un de nos calicots qui disait que Obama, nous supportons le bill qui était fait passer en 2006, le bill 109. Et le troisième jour, on devait se retrouver au niveau du State Department. Et une fois arrivé là-bas très tôt le matin, nous avons constaté que l'endroit était vraiment bouclé. Donc, il n'y avait pas moyen de s'y mettre là où on avait le permis pour y manifester. Donc, ils nous ont placés maintenant sur Virginie et la 23e suite. Donc, on est arrivé là-bas, on a manifesté. Et comme d'habitude, quand on manifeste, on essaye aussi d'identifier là où les présidents africains, et dans le cas du Congo, c'était là où
Hippolyte Kanambe et que Joseph Kabila habitait. On avait une fausse information qu'il résidait sur l'hôtel 4 saisons, mais à la dernière minute, nous avons eu la bonne information qu'il était sur l'hôtel Capella qui est situé entre M Street et puis 33e avenue. Donc on s'est donné rendez-vous là-bas et ce qui a fait que je sois arrivé le premier, puisque étant un des organisateurs de tout ce qu'on a eu à faire, donc je devais quand même servir d'exemple d'être là-bas à temps. Donc je me suis pointé à l'endroit à temps et je constatais que les drapeaux congolais flottaient devant l'hôtel et je commençais à appeler des amis de gauche à droite. Voilà le président du Congo que nous, ceux qui sont dans la diaspora, nous appelons de son vrai nom Hippolyte Kanambe, qui est aujourd'hui alias Kabila, est ici. Donc les amis se préparaient pour venir. Donc ils étaient tous dans la direction de nous joindre là-bas. Mais dans ma voiture, j'avais deux jeunes. J'avais le jeune Guy Matala et un autre jeune Cass Uomo. Donc j'avais ces deux jeunes qui étaient avec moi dans la voiture et on attendait. On était vraiment peut-être à 200 mètres de l'hôtel. Donc on a garé et on était en train d'attendre les autres pour y aller manifester. Et soudainement, je vis l'attaché de presse de la présidence, je crois Jean-Marie Kassamba, que je reconnais très bien, puisque l'année dernière, nous nous sommes croisés aussi à New York, quand on est parti toujours pour la même cause, parler du génocide du Congo, de ce qui se passe au Congo, les viols et consorts. Et de là, je me suis quand même engagé comme toute personne qui se lève pour parler de la liberté, l'expression de la justice de son pays. Il n'a pas à attendre de milliers de personnes pour être en action. Donc, je me suis engagé. Je pris les deux photos là où il y avait des femmes violées, les enfants tués, violés, les êtres humains brûlés. Et je me suis approché de Jean-Marie qui nous a vu aussi descendre de ma voiture. Je me suis approché de lui, sachant que nous ne jouerons pas dans la brousse, dans la jungle. Donc je me suis adressé très poliment. Comment et qu'est-ce que vous lui avez dit? Très poliment, avec des manières démocratiques, puisque nous sommes quand même dans un pays de démocratie. Je lui ai dit ceci, mais c'est Jean-Marie, regardez ce que vous êtes aujourd'hui en train de faire au Congo. Il y a 48 femmes qui sont violées par air chaque jour. Il y a plus de 12 millions de morts que le monde n'arrive même pas à reconnaître, puisque vous, le gouvernement, en fait, vous n'en parlez même pas. Et aussi actuellement, le président qui te soutient, qui a volé bien sûr les élections en 2011, est en train de vendre l'uranium à l'Iran. Donc il n'est pas seulement un danger pour les Congolais, il est maintenant un danger mondial. Et toi qui as été en Europe, je ne vois pas comment, si vraiment tu as vécu dans le pays de démocratie, tu pouvais accepter de te faire corrompre et aller travailler derrière ce genre de système. Il était là en train de dire, on va vous arrêter. Et là, je lui ai stoppé, carrément, je lui ai dit, ici, ce n'est pas le Congo. Étant un taxpayeur, celui qui paye les taxes dans ce pays, je me dois de parler, d'exprimer ce que je ressens
Et surtout quand il faut parler de la justice, il n'y a pas quelqu'un ou une loi américaine qui m'interdise. Donc, on a fait le cours quand même jusqu'à arriver au niveau de l'hôtel. Quand on est arrivé, nous sommes arrivés au niveau de l'hôtel, sachant, connaissant le loi, puisque ce n'est pas aujourd'hui que je me suis engagé dans le combat. C'est aussi ça que j'allais poser, Jacques. Est-ce que vous avez le droit d'aller vous présenter devant l'hôtel du président Kabila? Est-ce que vous avez reçu ce droit-là? Comment ça se passe? Le droit, en fait, ça se passe comme suit. Si vous déclarez une marche de point 1 au point 2, là, la police va vous renvoyer une autorisation écrite tout en respectant l'itinéraire que vous avez décidé de tracer pour y marcher. Mais quand vous faites un genre assembly ou piquet, vous n'avez pas le droit d'avoir une autorisation écrite, il suffit seulement d'alerter la police. Est-ce que vous avez alerté la police? Et la police a été alertée de toutes nos activités. De toutes nos activités, la police a été alertée. En dehors de ça même, la Constitution américaine te donne le droit de protester librement tant que tu n'es pas violent et aussi longtemps que votre nombre n'atteint pas à 20, vous pouvez le faire à n'importe quel endroit. Donc, une fois que nous sommes arrivés au niveau de l'hôtel, j'ai donné l'instruction au jeune frère qui était avec moi, Guy, puisque l'autre était resté dans la voiture, de se mettre en face de l'hôtel, puisqu'on ne pouvait pas être devant l'hôtel. Ça, c'est une violation contre le prémisse de l'hôtel, puisque c'est un lieu de business. Mais en face de l'hôtel, c'est l'endroit où on devait s'y être. Donc, nous nous sommes mis là-bas, en train de protester, de passer le message à la population américaine. Et le message était très simple. Et c'est ce qui est même dans nos mémos. Notre message était, nous étions en train de remercier l'effort que le président Obama est en train d'engager encore une fois de plus au Congo, puisque nous l'avons vu en dehors de Bill 109 de 2006, qui a été vraiment mal exploité pendant ces premières années. Et maintenant, nous avons vu quand même, il a réengagé encore des activités sur le Congo. On a vu Fan Goals aller au Congo 2 ou 3 fois. Et on a vu Fan Goals parler à la communauté congolaise que la constitution du Congo ne sera pas changée. On a vu Fan Goals et le State Department lancer de messages directs à l'actuel président du Congo, que le 2 mandats te suffit. Donc, on ne peut pas y avoir un changement de la Constitution rien que pour t'aménager, de te présenter encore une 3e fois. Et on a vu le langage d'Obama en Afrique. Il a besoin des institutions fortes et non des hommes forts. Donc, on était en train d'encourager, de supporter le message que Obama a lancé et spécialement l'ordre exécutif qu'il a signé, je crois, le mois passé concernant le Congo, qui lui donnait accès d'agir à n'importe quel moment quand il s'agissait du Congo sans passer par le Parlement. Donc, tout cela est vraiment dans le cœur du Congolais qui vit en Amérique. Donc nous sommes en train de voir le bon sens, la bonne politique d'Obama sur le Congo. Donc ça, c'était un de nos premiers messages. Et de ces messages, nous avons tiré ceci, que, bon, je m'excuserai, hein, on doit appeler le monsieur par son nom, Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, l'actuel président du Congo. Et on lui a dit que tu ne pourras plus te présenter aux élections
compte tenu de la constitution congolaise. Et nous supportons l'effort et l'engagement d'Obama et du State Department, le département d'État, de ce qui concerne le Congo. Donc ça, c'est le premier message que j'étais en train d'envoyer. Et le deuxième message était, celui qui est au Congo, il n'est pas seulement un danger pour les Congolais, mais il est un danger mondial pour l'humanité. Puisque quand tu vends l'uranium à un pays que les États-Unis aujourd'hui qualifient un pays vraiment où la politique n'est pas juste par rapport à certaines lois internationales. Donc, nous nous sommes dit que si ce monsieur vend l'uranium à l'Iran, donc un jour, on peut avoir quelque chose de plus que 9/11, puisque nous savons tous ce que l'uranium peut produire, quels sont les effets de l'uranium. Et aussi, nous avons aussi évoqué le fait que comment justifier la fortune de cette personne qui est rentrée au pouvoir, qui a pris le pouvoir malhonnêtement, on lui a donné le pouvoir, il n'a pas été élu démocratiquement. En 2001 et aujourd'hui en 2014, le journal Forbes a publié qu'il vaut plus de 15 milliards de dollars. Donc tout ça là, ça justifiait la corruption, la vente illégale des minerais, et c'est ça qui produisait son argent. Donc c'était le message d'envoyer à l'Américain. C'était les 3 messages que vous étiez en train d'envoyer devant. Oui, oui, et aussi, comme d'habitude, le génocide congolais, puisque qu'on le veuille ou pas, au Congo aujourd'hui, il y a eu des génocides. On peut qualifier ça de holocauste congolais, puisque plus de 12 millions de personnes, ce n'est pas 2 ou 3 personnes, mais les gens n'en parlent pas. C'est nous les Congolais qui devons vendre les génocides congolais. On a vu avec le Rwanda. Le Rwanda, il y a eu moins de 1 million de personnes, mais aujourd'hui tout le monde en parle du Rwanda. Mais au Congo, il y a eu plus de 12 millions de personnes, mais personne n'en parle. Donc c'était ça les messages clés qu'on était en train d'envoyer. Et alors, en parlant de ce message-là, on a compris le message. Maintenant, la suite, quand vous vous êtes présenté maintenant pour envoyer ce message, maintenant, quand vous êtes arrivé, vous nous avez dit, vous avez marché avec M. Jean-Marie Kassamba, n'est-ce pas, jusque devant l'hôtel. À partir de là, maintenant, qu'est-ce qui s'est passé, Jacques? Ok, à partir de là, nous sommes mis en face de l'hôtel pour être toujours dans la légalité de protester. On était là, moi et mon jeune frère Guy Matala. On était là ensemble, en train de faire passer le message. Et nous avons vu sortir de l'hôtel le même Jean-Marie Kassamba nous approcher maintenant, en train de filmer avec son iPad. Et derrière lui, il y avait au moins, si je ne me trompe pas, 6 personnes. Qui venaient de l'hôtel avec Qui venaient de l'hôtel avec lui. Et ces 6 personnes, ils avaient tous des badges de sécurité, que je vous donnerai même la copie d'une que j'ai eu attrapée, que ces gens étaient de la sécurité rapprochée du président, étaient avec lui. Donc ils sont venus, ils ont voulu nous intimider. Comment ils ont voulu faire ça? Donc ils sont venus avec des grimaces, comme s'ils venaient nous attaquer. Mais on est resté stable, sans pour autant s'occuper d'eux, et continuer à passer le message. Donc ils étaient un peu hésitants, ils ne savaient pas quoi faire. Ce n'est que quand leur président, l'actuel président du Congo, M. Hippolyte Kanambe, Joseph Kabila, est arrivé, on lui déposait de la voiture, et là, ce n'est pas quelqu'un qui me dit, c'est moi-même. Je lui ai appelé de son nom, Hippolyte Kanambe, et il a regardé derrière.
et je lui ai montré les 2 panneaux que j'avais, des femmes violées. Je lui ai dit, voici ce que vous produisez au Congo. Et nous pensons que cette fois-ci, c'est la fin. Puisque en 2016, tu ne seras pas, la Constitution ne sera pas changée. Et si vous essayez de manipuler le peuple avec l'executive order de Obama, nous allons faire pression à Feingold et State Department de tenir à toutes ces promesses qu'ils nous ont faites comme étant la communauté congolaise des États-Unis. Et quand il a vu ça, il s'est tourné directement, il s'est dirigé vers l'hôtel. Quand il est rentré à l'hôtel, il y a eu encore d'autres personnes qui l'achemiнаient, qui sont venus rejoindre le 5 ou le 6 qui était avec nous et Jean-Marie Kassamba. Et il y a un petit qui travaille aussi à l'ambassade ici, je crois que c'est Serge, il est dans la vidéo, tu vas le voir, je ne connais pas vraiment son nom. Donc ils sont tous venus et c'est de là qu'ils ont commencé à nous attaquer. Ils sont précipités derrière Guy, qui avait le caméra. Donc, ils se sont précipités derrière lui pour attraper ce qu'il avait. Et je me suis interposé entre eux et Guy. Donc, cela a donné à... Mais quand ils sont sortis, ils vous ont demandé de quitter. C'est ça? Non, non, non. Je ne pense pas qu'ils nous ont demandé de quitter. Même s'ils nous demandaient de quitter, peut-être les gens oublient. On n'est pas au Congo, on est en Amérique, on est libre. Obama, combien de fois on est parti à la Maison-Blanche manifester contre lui. Ce n'est pas un Congolais qui va venir me dire ici, dans le sol américain, de quitter. Quand je sais que ce que je suis en train de faire, je suis dans la légalité. Je paie les taxes dans ce pays. Donc, si je dois exprimer quelque chose, pas dans la violence, je dois le faire. Donc, ils n'ont pas dit ça. Par contre... Et vous ne considérez pas, vous, avoir été violent? On n'a pas été violent, puisque les témoins qui ont vu leurs actes, qui ont témoigné, qui ont... You mean testify? Ouais. Qui ont témoigné. Oui, les témoins que nous avons là, les témoins peuvent témoigner toujours notre attitude pendant la manifestation. Notre attitude n'était pas d'agresser, notre attitude était de passer le message. Puisqu'il y a des choses que les gens oublient dans la politique. L'agressivité dans la politique, ça ne paye pas. Mais le message, quand le message est passé, si le message passe, ça atteint la population et la population va reproduire le même message. C'est ça notre politique. Puisqu'on s'est dit, le génocide au Congo, il n'y a pas de millions de Congolais qui vivent ici en Amérique. C'est des Américains. Donc nous allons apporter ce message à la classe, aux citoyens américains. Donc on ne peut pas amener ce message aux citoyens américains avec violence. Donc, on doit être, comme on le dit, des agneaux immolés. Donc, avec l'amour, puisque si nous servons la justice n'est pas synonyme de violence. Donc, notre message était clair, simple, juste et pacifique. Alors là, ils sont venus maintenant, ils sont sortis. Donc, ils sont sortis. Il y a un qui est venu même dire, oh, vous êtes là qu'il y a 2 personnes et ça, c'est ça que vous appelez protester. Et je lui ai répondu directement. Je dis, le message, pour que ça passe, on n'a pas besoin de milliers de personnes pour que ça passe. On a besoin des gens, des hommes justes et intègres dans le message. Puisque pour que ton message atteigne, il faut que ce que tu envoies sort de toi. Il faut qu'en toi-même tu sois propre. Je ne dirais pas que je suis saint, mais étant le frère dans le Seigneur, je sais que j'essaye de vivre selon le parole. Et il y a beaucoup de gens, Jacques, qui vous ont aussi critiqué sur la toile, sur Internet,
beaucoup de ces Congolais qui ont répondu aussi en disant, ben, attends, Jacques, lui c'est un pasteur ou c'est un frère en Christ, et il va là-bas, il va se chercher des problèmes avec ces gens de la sécurité. Qu'est-ce que vous répondez, Jacques, à ces gens-là qui sont en train de dire cela? Il n'y a pas deux réponses à une question. Les gens qui se posent aujourd'hui des questions, pourquoi ces frères en Christ peuvent s'engager dans de telles activités? La réponse est simple. L'évangile est basé sur la justice humaine. L'évangile est basé sur l'amour humain. Aujourd'hui au Congo, il y a les Congolais qui crient « Je n'ai pas d'habit, comment vous m'avez habillé? Je n'ai pas de quoi manger, comment me nourrir ?» Et tout ce que nous faisons ici, c'est pour le bien-être du Congo. Ce n'est pas seulement ce qu'on fait ici, nous nous sommes engagés même dans des actions humanitaires qu'on fait derrière. Tout ça, c'est pour le Congo. Donc, s'il faut se baser de l'évangile, c'est peut-être les frères aujourd'hui ou les chrétiens d'aujourd'hui qui se limitent à ce qu'on appelle l'évangile de la, comment dirais-je, l'évangile d'avoir d'argent, comment on dit ça même? L'évangile je vois le mot, ça va venir, mais pour avoir de l'argent, pour se procurer de l'argent. Oui, c'est l'évangile où il faut aller, que Christ répond à vos problèmes, Dieu répond à vos problèmes. Mais la vraie évangile est basée sur l'amour. Et l'amour se justifie tout autour de la communauté, de ta famille, façon que tu te soucies de l'autre. Et aujourd'hui, le Congo est pratiquement mourant. C'est un pays pratiquement mourant. Donc, nous devons assister à ces pays. C'est pour cela qu'en tant que frère... En tant que frère, je fais mon droit. Et on a vu, par exemple, Élie, le prophète Élie est allé voir le roi Akab pour lui dire « Mais pourquoi tu as pris la propriété de telle personne? Tu n'as pas les droits. » Et aujourd'hui, c'est ce qui s'est fait au Congo. Nos propriétés, nos terres sont vendues aux étrangers. Alors Jacques, quand ils sont venus maintenant, je veux savoir, là, maintenant vous avez parlé de ces gens qui sont venus avec des grimaces, en ce moment-là maintenant. Ok, quand le deuxième groupe s'est engagé, donc ils sont venus agir. C'est maintenant que je réalise, certainement, ils ont reçu encore d'autres ordres. Quand je y ai appelé l'actuel président du Congo, M. Joseph Kabila, de son vrai nom, Hippolyte Kanambe, et il a regardé. Donc, certainement, beaucoup de gens n'étaient pas du tout contents. Certainement, ils ont envoyé ces gens pour vraiment en finir avec nous. Et quand ils sont venus, ils ont voulu attaquer mon jeune frère Guy. Je me suis mis à interposer entre eux et Guy. Et j'ai dit à Guy, qui est jeune, prends la route. Et il s'est démerdé, il a fui, malgré que tous ses habits s'est déchirés. Et je me suis mis maintenant, je suis resté seul au milieu de plus de 10 personnes. Et derrière moi, il y avait un mur, donc je ne pouvais rien faire. Et c'est de là qu'ils sont tombés sur moi. Ils ont commencé à me taper. Et eux tous, ils visaient m'étrangler ou soit me donner des coups au niveau de mon cou. Et étant comme tout Congolais sportif, qui travaille quand même chaque matin, dès que le temps est là, donc j'ai essayé de protéger mon cou et un peu mon visage. Il y a un qui était à ma droite, du côté où je m'étais engagé. Certainement, il m'a poussé. Et je suis allé croiser un autre qui était devant moi. Et celui qui était devant moi, je l'ai attrapé et on est tombé ensemble par terre. Et quand on est tombé par terre, j'ai retiré son badge de sécurité.
Je retirais son badge de sécurité et je gardais ça avec moi et tout en me protégeant. Et après, j'ai eu quand même à perdre conscience, puisqu'il y a eu vraiment beaucoup de coups, puisque ces gens étaient déterminés pour me tuer. Donc, ce n'est qu'après, quand j'ai repris connaissance, parce qu'on a vu sur la vidéo, Jacques, que vous étiez en train de tituber, là, même quand vous vous levez, là. Qu'est-ce qui vous arrivait en ce moment? Oui, vous avez perdu connaissance? Vous ne vous situez pas? Quand j'ai perdu connaissance, je me suis levé. J'ai essayé de me forcer vraiment de me lever. Pour faire et quoi? Pour en savoir qu'est-ce qui est arrivé aux 2 jeunes que j'ai amenés. C'était ça, ce que vous avez en tête? C'est ce que j'avais en tête. Quand vous étiez en train de vous lever là pour... Oui, et c'est ça que j'avais en tête. Qu'est-ce qui est arrivé aux 2 jeunes que j'ai amenés? C'est pour cela que je marchais vers la route tout en regardant là où on avait garé la voiture. Mais je ne pouvais pas, il m'a fallu quand même un temps pour me récupérer. Et dès que j'ai eu quand même à récupérer, je me préparais toujours à continuer à manifester, malgré que la police m'a dit... de vous arrêter. Voilà, parlant de la police, on a vu aussi la présence de la police américaine et le Secret Service américain. Pendant que vous dites que vous étiez en train d'être tabassé par les gardes de la présidence du Congo, qu'est-ce que la police de Washington et la sécurité américaine, qu'est-ce qu'ils ont fait en ce moment-là? Honnêtement parlant, comme j'étais en train de me protéger, je ne sais pas qu'est-ce que la police a fait, mais ce qui m'a vraiment un peu étonné, en Amérique, un homme par terre qui a besoin de soins, un étranger, cet homme qui est déjà, je peux dire, en custody entre le main de la police, et il y a un étranger qui vient lui piétiner sur la tête et il repart sans pour autant être inquiété par la police. Quand je regardais ça, je me suis vraiment posé beaucoup de questions. Qu'est-ce que la police a fait? Mais il y a aussi des questions que tu ne peux avoir de réponse qu'après, peut-être que la chose soit engagée au niveau, dans le statut légal. Donc là, peut-être on aura... Exactement. Alors, en parlant de statut légal, donc vous amenez ça à un niveau légal maintenant, la justice maintenant, c'est à la justice, l'affaire est au niveau de la justice, c'est ça? Oui, l'affaire, on est entré, quand tu travailles avec des avocats, tu as travaillé avec des avocats, tu sais quand même comment le procédure ça se passe. Il faut collectionner les informations, préparer la plainte, quelles sont les avenues que vous allez prendre pour cette plainte, comment maximiser cette plainte, de trouver vraiment le corps de votre message qui est la paix en Afrique, la paix au Congo, mettre fin au génocide. Le respect de la démocratie au Congo. Et tout ça, on va parler de ça. Jacques, alors, est-ce qu'on vous a également volé votre ordinateur ou portable? Est-ce que c'est vrai que vous avez perdu? Oui, en fait... Parce que les gens racontent qu'on vous a volé l'ordinateur, on vous a volé. Est-ce que c'est réel que vous avez perdu? Oui, j'ai perdu beaucoup de choses. Comment cela est arrivé? Pendant que j'étais entre les mains de la police, ils étaient en train de poser des questions. Je crois l'ambulance est venue. Ils m'ont posé la question de savoir si j'aimerais aller à l'hôpital. N'étant pas sûr de là où se trouvaient les 2 jeunes que j'avais amenés avec moi, je dis à l'ambulance, non, je ne veux pas aller à l'hôpital. Ils ont fait les petits soins. Et de là, j'avais
une dent qui était déjà enlevée dans le média, que tu vois, qui était collée ici. Et j'ai eu quand même à retirer de moi-même. J'ai retiré cette dent. Et il y avait tous mes dents étaient en train de bouger, Saigner, là, ouais, de saigner, de bouger. bouger. Donc la police a pris le gens de l'ambulance, ils ont fait le nécessité, le soin nécessaire qu'ils pouvaient faire. Et ils sont partis. Et quand l'ambulance est partie, j'ai vu le même garde en train de venir de là où ma voiture était, tout en tenant tout ce qui était dans mon coffre. Il y avait d'autres calicots, il y avait des banderoles, il y avait beaucoup de sacs. Donc, ils ont tout pris. Et jusqu'à aujourd'hui, vous n'avez rien récupéré? Attends, je vais te dire quand même l'histoire. Ils ont tout pris de ce qui était dans ma voiture. Ils ont tout pris et ce n'est qu'après, quand la police a pu nous réunir ensemble avec Guy et l'autre petit qui était resté dans la voiture, c'est le petit qui me dira maintenant, puisque c'est lui qui a witness, qui était le témoin oculaire de ça, c'est lui qui était resté dans la voiture en train de charger mon téléphone. Il a dit, il y a eu des gens de Kabila qui sont venus, que Jean-Marie Kassamba a indexé la voiture. Donc, ils sont venus dans la voiture, comme il était au dehors, ils l'ont poussé et ils sont rentrés dans ma voiture. Ils ont pris l'air de sac qui était dedans et il y a un des gardes, il était habillé en jean et puis une chemise carolée, genre blanc et bleu. Et c'est lui qui parlait l'anglais, selon l'explication du petit. Il a ouvert les trunks de ma voiture et ils sont allés, ils ont tout pris. Mais alors Jacques, parce qu'avec le temps, on me dit déjà que notre ingénieur nous dit que le temps s'approche. Est-ce que, d'après tout ce qui vous est arrivé, Jacques, quel message vous envoyez à vos compatriotes et quel message vous envoyez à tous les auditeurs ou les téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui? Ok, c'est que le message que j'enverrai, c'est comme suit. Ici à Washington, aux États-Unis, nous nous sommes levés comme un seul Congolais. Nous ne sommes pas levés comme un parti politique. Tu sais que je suis un cadre dans un parti politique. Je suis cadre dans la Pareco et j'ai mon propre organisation Bissotou que je gère. Mais ces jours-là, je ne me suis pas levé comme étant cadre de la Pareco. Donc vous ne représentiez pas la Pareco ce jour-là? Donc ce jour-là, je me suis levé comme un Congolais et avec tous les autres Congolais avec qui on a... Qui ne sont pas non plus nécessairement dans la Pareco. Oui, il y en avait beaucoup de gens de l'IDPS, des MLC, l'autre qui est ici, Christian Malanga. Donc tous les gens étaient là et la société civile. Donc, le jour où les Congolais mettra en pratique cette volonté de défendre son pays, cette volonté de vendre les génocides que son pays est victime, comme un seul homme, c'est le jour-là que nous allons mettre fin à ces régimes sanguinaires. Aujourd'hui, j'ai 7 dents qui sont parties, tu vois. 7 dents qui sont parties. Il y a 4 en bas, il y a 3 en haut. Est-ce que c'est parti pour un parti politique ou bien mon groupe? Non, c'est parti pour le Congo. Donc nous devons arriver à comprendre que nos partis feront état de lieu quand nous allons occuper le Congo pour exécuter les plans de tout un parti. Jacques, est-ce que vous avez peur pour votre vie? On dit une chose, celui qui combat pour la justice a déjà une vie réservée que tout le monde même espère en avoir. Donc il n'a pas peur de mourir puisqu'il a déjà une vie qui l'attend là-haut. Donc pour le moment,
je ne vois pas quelque chose qui va me faire peur en tout cas. Jacques, vous êtes père de famille, vous êtes marié avec des enfants. Est-ce que cela a affecté votre famille? Oui, ma femme, comme toutes les femmes, elle s'est toujours posé des questions. Est-ce que c'est toi celle qui va combattre, qui va donner la réponse au problème du Congo, puisque je travaille, quand je finis le travail, je rentre à la maison, je me plonge directement à travailler sur le Congo, comment organiser de gauche à droite. Même mes enfants, ils sont aussi là-dedans. Par exemple, quand en 2011, il y a beaucoup de pancartes qu'on a marché avec pour supporter les élections. Les enfants étaient dans ça aussi. Papa Etienne Tshisekedi, c'est mes enfants qui ont fait ça. Donc nous sommes vraiment une famille engagée pour la justice et nous croyons à cela. Donc nous espérons qu'un jour le Congo sera libre. Jacques, merci infiniment de nous avoir accordé cette interview. Merci infiniment de vous avoir d'être ouvert et raconter exactement ce qui vous est arrivé. Quant à nous, on ne peut que vous souhaiter bonne chance et que que la santé revienne et qu'on trouve une solution pour vos dents et pour les blessures que vous avez, qu'on a vues. Mais merci infiniment pour ce temps que vous avez accordé pour que, bien sûr, les membres aussi congolais, les membres de la diaspora ou les Congolais qui sont partout dans le monde puissent suivre votre version d'histoire. Bonne chance, Jacques. Ok, merci beaucoup, Roger. Merci beaucoup. C'était Jacques Miyongo qui est passé nous voir et nous raconter l'histoire, ce qui lui est vraiment arrivé. Alors pour ceux-là qui n'étaient pas tellement sûrs, c'est Jacques Miyongo qui est venu nous voir. Il a parlé de sa propre bouche pour nous expliquer sa version. Merci infiniment d'être toujours à l'écoute de cette émission. Merci beaucoup pour vos messages que vous continuez à nous envoyer aussi sur notre groupe Facebook Roger Muntu, La Voix de l'Amérique. Et comme j'ai dit d'habitude, so long. RM Show. You gotta make the show to be. RM Show.